En France, une femme sur 10 se dit victime de violences conjugales. On parle peut-être de votre sœur, de votre mère, de votre amie, de votre voisine, de votre collègue. Comme Mathilde, blessée psychologiquement, physiquement, sexuellement et économiquement par son ex que l'on appellera Gervais. Au début, c'était une histoire d'amour où tout est allé très vite. Mathilde nous parlera de ses 2 maternités rapprochées de Jade 2 ans et demi et de Gabin 15 mois, ponctuées de lune de miel, d'emprise, de violences conjugales, puis de procédures. Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Mathilde qui va nous partager son histoire. Bonjour Mathilde. Bonjour à vous. Bienvenue sur Aternité. Merci. Mathilde, tu as 30 ans, tu habites à la campagne, quelque part en France. Tu es chargée de recrutement, maman solo de Jade, 29 mois, et Gabin, 15 mois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Globalement, c'est à peu près ça. J'ai beaucoup d'animaux. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire personnelle ? Oui, alors moi, j'ai vécu un petit peu une situation similaire à celle que je vis aujourd'hui, dans le sens où j'ai une maman qui a été victime de violences aussi. Mon frère et moi avons été exposés aussi à ces violences et j'ai vu ma mère se battre pendant des années contre mon père, mais aussi pour s'en sortir toute seule avec 2 enfants, puisqu'elle n'avait aucune aide. Donc je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse dans le sens où ma mère a fait son maximum comme j'espère le faire aujourd'hui, mais j'ai aussi vécu la violence déjà dans ma jeunesse. Mathilde, raconte-nous comment tu as rencontré Gervais. En fait, sur mon lieu de travail, tout simplement, j'étais manager chez une grosse société américaine que je ne citerai pas, chef d'équipe logistique plus précisément, et en fait, on a été en formation à Lille pendant un certain temps pour notre poste, et c'est là qu'on s'est rencontrés. On a été très amis au début, et ensuite... Un peu Un petit peu plus, exactement. Vous êtes mis ensemble au bout de combien de temps ? On s'est mis ensemble au bout de quelques mois. Ça a été assez rapide. Notre histoire a été très accélérée, je dirais 3-4 mois à peu près. Ok, 3-4 mois et vous vous êtes installés très rapidement aussi ? Exactement. Et ensuite, on s'est installés ensemble 7-8 mois plus tard. En un an, c'était plié. C'est ça. Et Okay. j'étais enceinte aussi en un an. En un an, ok. Donc moi, c'était ma question d'après, je te remercie. Est-ce que vous aviez parlé de bébé, parler de l'envie de bébé ? Étant donné que j'ai des lésions cancéreuses dans l'utérus, mon gynéco à l'époque, qui me suit encore aujourd'hui pour ce problème-là, m'avait dit que j'avais peu de temps pour faire des enfants. Du coup, avec mon ex-conjoint, ça a été assez explosif, mais au début dans le bon sens. C'est-à-dire que c'était trop parfait, c'était vraiment profond, c'était vraiment magique, c'était ce qu'on attendait d'une relation. Le sujet s'est posé assez rapidement du fait de ma santé et il semblait avoir eu aussi beaucoup de désillusions amoureuses, ce qui a été mon cas. Moi, j'ai été touchée par son histoire un peu d'homme blessé, c'est ce que je pensais du moins à l'époque. C'était la lune de miel, c'était parfait, donc oui, ça a été amené très rapidement et le désir d'enfant a été réciproque et très rapide aussi. Tu as parlé de lésions cancéreuses. Comment tu as abordé le sujet à l'époque ? Avec lui ? Ouais. Alors moi, j'ai su que j'avais des lésions cancéreuses. Pour la petite histoire, j'avais seulement 24 ans. Ça a été très dur à encaisser. Je l'ai su parce que j'avais subi une IVG. Et en fait, je ne l'aurais jamais su si on m'avait pas forcé, entre guillemets, à faire des examens, ce qui est d'ailleurs ce qu'on fait à toutes les femmes qui subissent des IVG. Et le sujet a été abordé très naturellement, puisque du coup, ça se passait très bien avec mon ex-conjoint. Tu m'as parlé en off d'hyperfertilité. Ça consiste en quoi ? Alors c'est un peu le sujet tabou entre guillemets, puisque moi j'ai des amis qui pour le coup sont en parcours PMA et j'ai un peu toujours la peur d'être détestée par ces femmes-là, mais en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire que moi je tombe enceinte comme on éternue. Je tombe enceinte sous contraception, ce qui m'est arrivé. D'où l'IVG. Exactement. Ouais. C'était sous contraception, c'était absolument pas voulu. J'étais étudiante, j'étais en bac+3 et du coup je m'en suis rendu compte par pur hasard. Mais ça m'a aussi sauvée puisque ça m'a permis de me rendre compte que j'avais des lésions cancéreuses. Donc t'es tombée enceinte de Jade super rapidement. Comment ça s'est passé quand t'as appris que tu allais être maman ? Comment tu l'as appris ?
En fait, je l'ai su le 14 mars, c'est le jour de ma fête. C'est une date super symbolique pour moi. On réfléchissait pour aller aux eaux de Beauval en fait. Et quelques jours après, il y a eu le premier confinement. Donc on s'était dit, on se lâche sur un dernier week-end. Et si tant est que le test soit positif, on annule bien évidemment pour les risques. Et donc le jour de ma fête, j'ai fait un test qui était positif. Je le savais plus ou moins puisque j'avais quelques doutes étant déjà tombée enceinte. Et j'ai été surprise sans l'être finalement. Je m'en doutais un petit peu et au début il n'y a eu aucun sentiment négatif. Il y a vraiment eu que du positif, une explosion de... T'as fait ton test de grossesse où ? C'était pas très glamour. Mon test de grossesse, Justement. Je vais au fond des choses, je le dis franchement. C'était un caca matinal. Je m'attendais pas à ça. En fait, on voulait vraiment juste savoir ce qu'on faisait du week-end. Donc, j'avais plusieurs tests comme c'était quand même un projet bébé. Je l'ai fait. Je pensais qu'il serait négatif parce que trop tôt, en fait. Et c'était pas glamour du tout, puisque j'ai appelé monsieur aux toilettes, qui voulait me faire un câlin, sauf que ça ne s'y prêtait pas forcément la situation. Mais on était quand même très contents. On a attendu que je termine, et une fois que j'ai terminé, donc on a été super contents. Comment vous l'avez annoncé aux proches ? Ça a été un moment un peu particulier, puisque vraiment, je fais quand même ce point particulier sur le Covid. C'est pour toutes les femmes et tous les gens qui ont eu des enfants sous Covid, et ça a quand même été un gros élément à prendre en compte. On avait très peu de liens avec nos proches, puisque du coup, le Covid faisant, il y avait cette histoire de confinement. On a pris la décision, comme beaucoup de gens, je pense, d'attendre la première écho, d'attendre que ça tienne, que le bébé s'accroche. Petit aparté, j'ai fait une fausse couche et une grossesse extra-utérine en plus de l'IVG. J'ai un gros passif de grossesse, forcément, avec l'hyperfertilité. Il y avait beaucoup de peur à ce niveau-là, donc on a pris la décision de ne pas en parler dans un premier temps. Mais ma mère a eu quand même l'information dès le départ, forcément. Donc on l'avait appelée 5 minutes après le test. Sur cette première grossesse, donc celle de Jade, comment est-ce que tu te sentais ? Grosse. J'étais assez sportive à l'époque et c'est très très bête, mais malgré tout, moi, ma première inquiétude, étonnamment, au-delà des violences qui commençaient à émerger dans mon couple et au-delà de la peur que j'ai pu ressentir sur le futur pour cet enfant déjà, étonnamment, c'était très futile, mais c'est vrai que j'ai vraiment eu cette inquiétude de je vais me détester. Et d'ailleurs, ça a été un très très gros point qui a été très compliqué pour moi pendant mes grossesses. Cette espèce de handicap physique un peu et de façon de se voir qui était très compliquée pour moi. Et c'est marrant parce que vraiment au début, ça a pris le pas sur la violence et sur les inquiétudes que j'avais par rapport à mon ex-conjoint. Ok, donc avant la violence, tu te sentais baleine. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais après, non, je me sentais quand même... En fait, moi, je me suis sentie maman dès le départ. Et tu me parlais des violences. À quel moment elles sont apparues ? En fait, elles ont toujours été là. C'est juste que c'était très insinueux. La première violence, finalement, c'est l'emprise. C'était vraiment de faire en sorte que moi, je me sente rien sans lui, qu'il soit indispensable, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur l'aspect matériel, que ce soit sur l'aspect moral. C'est un profil type et ils se rendent vraiment indispensables dans ta vie et c'est déjà une première violence puisque c'est comme ça que la personne en fait fait en sorte que tu n'aies Dieu que pour elle, que tu ne vives que pour elle, que sans elle tu ne puisses pas t'en sortir. Et une fois qu'en fait cette emprise est installée, il y a des premiers éléments de violence réelle qui apparaissent et dans mon cas, en fait, il a attendu qu'on ait notre maison et que je sois enceinte pour vraiment commencer la violence physique, puisque c'est la violence morale, en fait, elle est beaucoup plus puissante, mais elle est beaucoup plus discrète. Et la violence physique, on ne peut pas passer à côté. Et il faut que la violence morale ait fait son travail, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une réelle emprise et une dépendance pour que là, la violence physique s'installe. Et donc, en fait, quand on a pris cette maison et que je me suis tombée enceinte, c'est là que les violences physiques ont commencé. En termes de violence morale, il y a eu des mots, il y a eu quelque chose. Donc il y a cet aspect de dépendance qui l'instaure, mais du coup, ça se traduit comment ? Finalement, le premier boulot, c'est de te faire penser que tu n'es rien. Et c'est vraiment de créer cette dépendance en se disant que comme sans lui, je suis incapable de prendre ma voiture, je suis incapable de faire des courses, je suis incapable de faire manger. J'exagère sans exagérer. Et en fait, une fois que ces petites choses du quotidien te semblent compliquées sans lui, là, l'emprise est installée. Et après, c'est vraiment une espèce de harcèlement moral, en fait. Finalement, c'est un dénigrement permanent, c'est vraiment t'insulter, te traiter de
boudin, je vais rester sur les termes polis, mais il savait justement que la grossesse me tracassait un peu sur cet aspect-là. Donc c'était vraiment, on commençait à attaquer sur le fait que tu ressembles à rien, que t'as un gros sac, que t'as un boudin. Après t'as des insultes, hein, bien évidemment. C'est vraiment te rabaisser, H24. En fait, le but, c'est de te démolir en tant qu'être humain, en tant que femme, sur les sujets qui peuvent t'atteindre, qui sont ta fragilité. Et en fait, oui, c'est ça, c'est vraiment mettre le doigt dedans et appuyer sur tes faiblesses. Et c'est là que ça commence. Et ça, c'est la première forme de violence, en fait. Les violences physiques, elles sont apparues juste après ça ou Disons progressivement. que progressivement, je dirais plutôt une fois qu'on a eu la maison et une fois qu'il y avait déjà eu quelques petits éléments, ça restait une petite bousculade, ça restait voilà me pousser, mais c'était pas encore trop violent. Mais vraiment, la grossesse... Quand tu dis trop violent, il te bousculait volontairement. Volontairement. En fait, le seuil de tolérance augmente au fur et à mesure, puisqu'aujourd'hui, moi, je trouve que c'est rien. Alors qu'en fait, ça devrait déjà pas être toléré et c'est déjà très violent. Sauf que vu comment les choses se sont terminées, pour moi, c'est une caresse. Et en fait, ça va crescendo de toute façon. Et comme dans tous les profils de pervers, puisque c'était ça, hein, clairement, il y a des phases. Et la phase de lune de miel, au début, est très présente. C'est-à-dire que c'est la phase où c'est tout beau, tout rose, avec cette emprise, ce travail d'emprise qui revient, puisque la victime, des fois, est peut-être a encore un peu trop de volonté, finalement. Donc, les premières violences physiques, morales sont peut-être un peu trop rapides. Du coup, le bourreau se rend compte, en fait, que la victime peut-être réagit un petit peu. Donc, il faut revenir en phase de lune de miel pour reprendre l'emprise, pour redémolir la personne. Et en fait, c'est pour ça qu'au début, il y a des phases de lune de miel qui sont assez régulières, qui sont assez longues. Et après, les violences sont telles que la phase de lune de miel est de plus en plus courte. Et à la fin, l'emprise et les violences sont telles qu'il n'y a plus de lune de miel. Et en fait, c'est que de la violence en permanence. Donc, tu te sentais pas très bien pendant cette grossesse. Et Gervais t'aidait pas trop, même t'enfonçait carrément. Est-ce que vous vous êtes préparés quand même ensemble à la naissance ? Étonnamment, oui. La grossesse a été très compliquée. Il y a eu beaucoup de violences physiques, ce qui fait qu'il y a eu une menace d'accouchement prématuré. Mais très paradoxalement, il y a eu beaucoup d'investissements dans ces phases de lune de miel. Moi, je suis quelqu'un de très prévoyant, je suis quelqu'un de très organisé, donc je voulais absolument caler les achats, la chambre, je voulais la meilleure poussette. On a vraiment vu les choses en grand d'ailleurs pour la première. Et pendant ces phases-là, il y avait vraiment un échange, un accompagnement. On pouvait budgétiser par exemple, on pouvait penser au lait, penser aux couches. Alors bien sûr, je faisais les recherches, le meilleur lait, le plus bio, les meilleures couches, les plus bio. Mais derrière, il y avait quand même un peu d'intérêt de sa part, il y avait un échange, on arrivait quand même à pouvoir concrétiser, on est allé faire des magasins ensemble. Ça, c'était pour ma première grossesse. Par contre, ça n'a pas été le cas après, mais c'était aussi par phase. C'est-à-dire que c'était vraiment les phases de lune de miel, mais il y a quand même eu un certain investissement de sa part pour ma première grossesse. Ouais. Donc vous avez fait les achats ensemble. Tu me parlais juste, je voulais y revenir, de la menace d'accouchement prématuré. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, il y a deux choses. C'est vrai que mon ex-conjoint, la version officielle qu'il donnait, c'est je suis surmenée, je fais trop le ménage, je m'occupe trop de la maison. Et c'est vrai aussi, il y a ce fameux syndrome de nidification, je crois, nidification, oui, c'est ça, qui est vraiment quand la maman prépare le nid, où elle va s'amuser à retourner toute la maison, à soulever les canapés et tous les meubles qu'elle trouve pour pouvoir nettoyer et préparer l'arrivée de bébé. Je l'ai fait, puissance 10 000, donc c'est vrai qu'il y avait cet aspect-là. Un peu surmené. Ouais, complètement. Mais il y avait justement, en parallèle, il y avait le surmenage dû au fait que je faisais tout dans la maison, aussi bien l'administratif que le ménage, les courses. Voilà, je faisais quand même beaucoup de choses. J'avais un ex-conjoint qui passait beaucoup de temps à jouer à la console et qui ne se préoccupait pas beaucoup des tâches ménagères et du quotidien. Et il y avait les violences, effectivement, qui... étaient physiques et morales. Faut pas sous-estimer les violences morales puisque c'est vrai que c'est quand même hyper anxiogène. Ça donne un climat de peur dans la maison, donc le stress c'est quand même l'ennemi aussi de la grossesse, de l'allaitement, de toutes ces choses-là. J'avais peur en permanence. J'avais peur beaucoup des insultes déjà, vraiment des cris, des violences physiques. Forcément, j'avais peur puisque c'était un cercle vicieux. Hein. Les hurlements, les insultes amenaient souvent la gifle, la bousculade. Et c'est vrai que à force de stress, à force d'être malmenée, à force d'être bousculée, c'était évident. Le col, en fait, s'est ouvert prématurément, le col de l'utérus. Donc j'étais à 6 ou 7 mois et j'étais déjà à 2. Et forcément, j'avais des contractions beaucoup trop régulières. Ma sage-femme, d'ailleurs, soupçonnait déjà des violences conjugales. Elle avait déjà essayé de m'interroger. Mais mon ex-conjoint était tout le temps présent.
Donc c'était assez difficile de pouvoir échanger avec les professionnels. Et donc j'ai été effectivement en menace d'accouchement prématuré avec le repos forcé à 6 ou 7 mois, parce qu'il fallait que ça tienne encore un petit peu. Donc vraiment enfermée en plus. Complètement enfermée. En plus, le Covid, je maintiens parce que c'est quand même quelque chose qui a été... qui a accéléré le fait que l'emprise était beaucoup plus forte, puisque là, on était vraiment, vraiment confinés, c'est le cas de le dire, enfermés. C'était très dur, ouais. Quelle était la réaction de ton ex-conjoint quand la sage-femme soupçonnait et te disait qu'elle soupçonnait des violences ? Alors en fait, la sage-femme, elle a profité du fait que mon ex-conjoint ait eu un appel où je ne sais plus trop ce qui s'est passé pour poser la question. Mais moi, j'avais très peur, donc je l'ai dit à mon ex-conjoint. Alors que j'aurais pu garder ça pour moi, puisque pour une fois, il n'était pas là. L'emprise était telle que je disais absolument tout. Pour l'amener, en fait, et c'est horrible parce que je protégeais indirectement ce qu'il faisait, mais pour l'amener à se méfier. En revanche, comme tous les pervers narcissiques, en fait, il était irréprochable en public. Ouais. Il était parfait, il était hyper prévenant, c'était l'opposé de ce qui se passait une fois la porte de la maison fermée, c'était attention à ton dos, fais attention, je vais écouter le cœur, c'était jusqu'à verser une larme quand on écoutait le cœur. C'était vraiment, d'ailleurs ça a été ce qui a été très très dur pour moi à appréhender, ce qui a fait que j'ai mis du temps, et comme toutes les victimes d'ailleurs, à partir. C'était cette image de perfection qui était tellement incroyable que je savais que personne ne me croirait. Comment ça s'est passé à partir du moment où tu as su que c'était pour bientôt la naissance, donc après cette menace d'accouchement prématuré? Alors, quand j'ai su que c'était pour bientôt, déjà, j'ai été ultra soulagée. Je me sentais vraiment une baleine, pour le coup. Je me sentais super mal. J'avais l'impression d'être une énorme boule qui n'arrivait plus à marcher. C'était vraiment difficile. En plus, la menace d'accouchement prématuré m'a vraiment contrainte à rester au repos. Moi, je suis une pile électrique, je suis quelqu'un de très actif. Je promenais mes chiens plusieurs heures par jour. J'aimais beaucoup me bouger. Et c'est vrai que ça a été très très contraignant pour moi. Honnêtement, je me souviens que les 2 derniers mois étaient interminables. Je l'ai très très mal vécu, surtout que j'étais enceinte en même temps qu'une très bonne amie à moi, qui est aujourd'hui d'ailleurs la marraine civile de Jade. Et en fait, j'étais super jalouse parce qu'elle a accouché avant moi. Elle a eu aucun signe d'accouchement, elle avait rien. Moi, j'avais tous les symptômes, dont la menace d'accouchement prématuré, qui était quand même pas des moindres. Elle avait eu aucune contraction, elle savait pas ce que c'était. Elle a accouché avant moi, je l'ai très mal vécu. Franchement, j'ai boudé. C'était très dur, c'était très très long. Il y avait une impatience qui était, mais je pensais même pas qu'un être humain normalement constitué puisse être aussi impatient. J'avais pas nécessairement de peur, puisqu'on n'avait pas de premier enfant à faire garder, puisqu'à part le chien, il n'y avait pas forcément beaucoup de contraintes. C'était dur, c'était long, j'avais faim, très faim. J'ai fait que de manger. Je ferai pas de pub, mais j'avais un petit gâteau que j'adorais avec une petite dame qui se fait appeler maman. J'en ai mangé, pris 10 kilos le dernier mois, ce qui a été très compliqué. Par contre, maman. J'ai pris vraiment beaucoup de poids le dernier mois. J'ai eu des vergetures 2 jours avant d'accoucher. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça, les vergetures. C'est genre, tu te dis j'en ai pas, et d'un coup ça pète. Ouais. C'était vraiment cette injustice, quoi. C'était très dur. La fin était vraiment très longue. Et j'ai vraiment souffert physiquement parce que j'ai eu une grossesse compliquée, par tout ce qui se passait à la maison, mais médicalement aussi, parce que j'avais des antécédents avec la fausse couche et la grossesse extra-utérine. J'avais des remontées acides vraiment à pleurer, j'étais sous Gaviscon H24, je dormais plus, je transpirais, je marchais comme un canard, j'étais vraiment crevée. Et effectivement, malgré tout, l'enfermement, le Covid, on pouvait rien faire, on pouvait pas sortir. C'était compliqué. C'était vraiment lourd. C'est le cas de le dire sans faire de mauvais jeu de mots. Ça a été très lourd, la fin. C'était pas une grossesse, comment on appelle ça idyllique. Ouais, idyllique. Ouais, pas du tout. Moi, j'ai vraiment, pour le coup, je peux le dire, j'ai pas aimé être enceinte. Et en même temps, je revivrai ça 1000 fois. Quand est-ce que t'as su que tu devais partir pour la mater ? Ça a été une grosse blague. C'était un premier. En plus, du coup, j'habitais très loin de la maternité. Il y en avait 45 minutes de route. Ça a été un élément ultra stressant pour moi. Donc à toutes les campagnardes, respect, parce que c'est vrai que c'est quand même une donnée à prendre en compte. On le sait, ça c'est vrai. C'est la phrase cliché qu'on nous redit, mais quand c'est le moment, on le sait. J'ai cru que j'allais accoucher dans ma voiture. J'avais une petite voiture à l'époque et on avait mis le siège auto. J'étais tellement pressée. On avait bien fait finalement. Et en fait, mon siège, du coup, le siège passager, parce que mon ex-conjoint a quand même daigné conduire, était hyper droit, en fait, vraiment. Et du coup, ça m'a appuyé sur le col. C'était juste horrible. J'ai vraiment cru que j'allais accoucher dans ma voiture.
J'ai eu des contractions toutes les 10 minutes, sachant que j'y étais déjà allée le matin. Quand j'ai fini vraiment à quatre pattes à pleurer dans mon canapé, j'ai compris qu'il se passait quand même quelque chose. Les contractions étaient toutes les 10 minutes et quand j'ai rappelé donc la sage-femme, ah oui, peut-être vous êtes en pré-travail. Bon, bah peut-être venez quand même. Et quand on est parti de la maison, il s'est passé que 3 quarts d'heure. Je me souviens quand même que j'ai pris le temps de prendre une douche et de m'épiler. Voilà. De t'épiler, c'est vrai que t'as le sens des priorités. Des priorités, ouais. J'ai quand même trouvé le moyen de faire la vaisselle, de m'épiler, de penser à mettre le chien dehors, enfin non mais lunaire. Mais ça m'étonne pas de moi-même finalement. Et arrivé en voiture, déjà les contractions étaient toutes les 6 minutes. Et arrivé à la mater, elles étaient en discontinu. Elles étaient en continu, pardon. Elles s'arrêtaient plus, quoi. J'étais vraiment pliée en deux. Et je me souviens du gros moment de défaite quand je suis arrivée. Ah, mais vous êtes à 3. Alors que j'étais en menace d'accouchement prématuré quand même. Et j'ai eu un accouchement très long d'ailleurs. Donc, tout ça pour ça. C'est ça. Et là, à ce moment-là, t'as vraiment envie de regarder la nana et de lui cracher dessus, de lui dire mais comment ça. Mais bon, c'est voilà. Donc dans un sens, je n'ai pas accouché dans ma voiture et tant mieux, même si ça aurait fait une superbe anecdote. Mais voilà. Et qu'est-ce qui te paraît marquant dans ton accouchement? Comment ça s'est passé? C'était très long. Je veux pas décourager les futures mamans, mais ça a duré 34 heures. Voilà, c'est fait. Avec un petit projet. Non, c'est très long, avec un petit projet nature sans péridurale, donc forcément le temps passe encore plus lentement. Ce qui était vraiment marquant, c'était j'avais un rêve, c'était de perdre les os. Ça n'est pas arrivé. Moi, j'ai eu vraiment les contractions. Alors, comme j'avais le projet nature, du coup, j'ai eu la salle nature. Je crois que ce qui m'a le plus choquée dans mon accouchement, finalement, c'est le bain. Je rêvais de ma salle nature avec ma baignoire et je l'ai eu et j'étais très contente. Mais ça a été une grosse erreur parce qu'en fait, c'était plutôt gérable sans la péri avant. Et le bain a été tellement bénéfique et tellement relaxant que là, mon col a changé du tout au tout. Et en fait, j'ai vraiment cru que j'allais me faire dessus dans le bain. On parle vraiment du moment où les intestins tous se relâchent avant d'accoucher. Et c'est pas un mythe, et en fait c'est ce qui a fait que faut que je sorte. Je me souviens des morceaux de sang dans le bain, pas tellement préparée à ça. On a beau faire des cours de prépa, moi on m'a pas dit tout ça. Ça m'a pas nécessairement choquée parce que je suis pas forcément choquée à la vue du sang, mais c'est vrai que je me suis dit est-ce que c'est normal, enfin il faut qu'on m'en parle, il faut qu'on m'explique. Et je me suis souvenue vraiment de ce moment d'urgence, il faut sortir. Et en fait ça a été vraiment l'élément déclencheur de mon accouchement, parce que c'est là que le travail réellement a commencé. C'est-à-dire que là après il s'était déjà passé plus de 24 heures je crois, 27 heures. C'était 27 heures. J'ai eu des contractions toutes les minutes, en fait, qui montaient très haut pendant 27 heures. Le bain, j'ai dû rester 2 heures dedans, si tant est qu'à la fin, il était très froid. J'avais beau remettre de l'eau chaude, j'ai dit c'est bon, faut abdiquer, faut sortir. L'envie de vraiment aller aux toilettes m'a boostée. Je me souviens d'avoir donc dit à mon ex-conjoint, qui dormait, il faut que je sorte. Et c'était l'événement vraiment drôle et lunaire en même temps de mon accouchement. C'est-à-dire que là, j'étais aux toilettes avec mon ex-conjoint qui me tenait parce que je tenais plus debout. Et vraiment là, ça a été... Là, je me suis dit que j'avais plus aucun amour-propre, aucune dignité, que c'était terminé pour moi. Et en fait, j'ai vécu mon rêve quand même parce que j'ai bien pourri les sages-femmes. Et en fait, je faisais beaucoup d'allers-retours parce que j'avais pas la péri. Donc en fait, moi, je marchais. Fallait que j'extériorise à ma façon. En sortant du bain, ça a été vraiment douloureux. Et du coup, je faisais des allers-retours. Et j'étais obsédée à l'idée de ne plus pouvoir faire pipi, en fait, et d'être sondée. Et du coup, c'était une peur que j'avais. Donc en fait, je voulais absolument aux toilettes tout le temps. Donc je faisais pipi 3 gouttes et je les ai enquiquinés comme pas permis. Et donc, j'ai perdu les os devant, pile poil, les sages-femmes dans leur espèce de box infirmier. Et je me souviens juste d'avoir dit je suis désolée, donnez-moi une serpillière, je vais nettoyer. Allez, je m'en occupe. Et elles m'ont regardée en mode retournez dans votre chambre. Et donc, voilà. Et après, on a tout essayé, le ballon. Et au bout de 30 heures, je crois, j'ai craqué, j'ai demandé la péri. Et en fait, j'ai eu plus de difficultés à rester sage et à me tenir tranquille pour avoir la péri que tout le reste finalement. Et j'ai lourdement regretté mon choix parce que je sais que j'aurais pu le faire sans. En fait, j'ai été épuisée. Ce qui vraiment m'a décidé, c'est que je n'avais pas dormi depuis 3 jours. En fait, j'avais déjà eu une première journée parce que j'avais eu un décollement des membranes le vendredi. Et j'avais déjà commencé un peu le pré-travail dans la nuit du vendredi au samedi où je n'avais pas dormi. La nuit du samedi au dimanche avait été très compliquée, j'avais vraiment pas dormi du tout. Et je suis rentrée en travail donc le dimanche soir et j'ai accouché donc le lundi à 15h et ça a été vraiment 3 jours interminables. Et la fatigue, en fait, je me suis vraiment dit si tu te reposes pas un peu, tu pourras pas pousser. Et j'avais une peur, mais vraiment panique de la césarienne, pardon. Donc en fait, je voulais absolument un accouchement naturel, donc je me suis dit dors. Donc j'ai abdiqué, j'ai demandé la péri et voilà. Et ça m'a sûrement sauvée aussi d'ailleurs parce que j'ai été en menace de césarienne dans la foulée. Ça, c'était avant que Jade vienne au monde. Comment s'est passée la naissance en elle-même ?
Bah déjà, elle était naturelle, donc par Ouais. voie basse. Donc moi, j'étais vraiment contente de ça. Qu'est-ce que t'as ressenti? À la naissance, Ouais. beaucoup de soulagement, puisque juste avant, donc petit aparté, le cœur ralentissait, c'était vraiment trop long pour le bébé, il y avait beaucoup trop de risques, donc on me menaçait de césarienne. Ça a été très long la poussée aussi, donc j'ai donné, pareil, on m'a jusqu'au bout, les forceps, enfin, je me suis dit, mais laissez-moi accoucher tranquillement à un moment donné. Et en fait, j'étais épuisée, mais c'est vraiment... Avec le recul, c'est difficile à dire, elle a 29 mois, donc quand on dit, quand tu croises ton regard, t'oublies tout, ouais. Sur le moment, oui. Sur le moment, c'est... faut pas que je pleure, mais sur le moment, c'est juste extraordinaire. C'est cette espèce de petit bout de machin qu'on vous pose sur vous, qui est juste la preuve que le monde, que la vie vaut d'être vécue, et que c'est tellement cliché, mais tellement vrai. C'est... je l'ai trouvée parfaite. Alors c'est sûr, c'est la mienne, je suis pas très objective, mais je l'ai trouvée juste extraordinaire. Enfin, elle était d'une beauté. On me l'a posée sur moi et tout mon monde s'est arrêté. Tout ce qui était moche dans le monde n'existait plus. C'était... Pardon. Non, mais t'inquiète. C'était vraiment avec beaucoup d'émotion. Ça a été le plus beau moment de toute mon existence. Ça a été vraiment un cocktail de tout ce qui est magnifique. Ça a été une explosion d'amour. J'ai vu ses yeux et ça bouille et on l'a posé sur moi et le temps s'est arrêté, quoi. Enfin, vraiment. Après, en plus, Jade, j'ai eu beaucoup de chance parce que elle a eu aucune complication vraiment après la naissance. C'est-à-dire que la grossesse a été compliquée, l'accouchement a été compliqué, mais du moment où elle est sortie, aucun glaire, aucun problème de respiration, rien. Elle a pleuré nickel. Tout était plus simple. Tout était parfait. Tout Ok. était parfait. J'ai pu avoir 2 heures de peau à peau direct, surtout. Magnifique. Qui ont vraiment été parfaits. Et est-ce que tu dirais que tu l'as aimé dès le départ? Oui. Ouais, Oui, c'est arrivé, et je l'ai déjà dans mon ventre. Ouais. J'étais amoureuse de ma fille. C'était indécent. C'était indécent tellement je l'ai aimée. C'était vraiment, je me suis sentie mère dès le départ, mais vraiment quand je l'ai vue, il a suffi juste de voir ses yeux. Je sais pas pourquoi je me souviens de son regard. Dans la salle de naissance, qui est quand même avec des lumières très tamisées, j'avais le sentiment qu'elle avait les yeux noirs, ce qui n'était pas du tout le cas forcément. Mais je me souviens de ce premier croisement de regard avec Jade et de la petite vraiment sur moi et de ses yeux. Et là, waouh. C'est un moment très intense. La place du père dans cet accouchement. Pour le coup, pour Jade, les violences étaient beaucoup moins violentes, si je peux dire ça comme ça, qu'elles ne l'ont été que pour mon deuxième. Donc forcément, j'ai cette espèce de comparaison aussi. Il avait quand même sa place à ce moment-là. Ces violences n'étaient pas encore connues des services de police, du service médical, ce qui a été le cas pour Gabin. C'était que entre vous. Voilà, c'est ça. Ça a facilité les choses, mine de rien, si je peux dire ça comme ça, puisque du coup, c'était entre nous. Donc, moi, je ne laissais rien paraître, lui non plus, forcément. Il a été très soutenant, il a été très présent. Enfin, j'ai absolument rien à reprocher. Après, une fois rentré à la maison, c'est un autre débat. Mais en tout cas, sur ce parcours de maternité, je peux rien dire. Il a fait en sorte que mon projet de naissance soit respecté. Il m'a soutenu. S'il fallait me masser le dos, il l'a fait. S'il fallait me booster pour que je ne prenne pas la péri, il l'a fait. J'ai quand même pris la péri. Mais voilà, il a été présent. Ce moment en naissance, il a vraiment respecté mon projet aussi, avec l'accouchement à 4 mains. C'est lui qui a posé Jade sur moi, qui l'a sorti. C'est lui qui a clampé, donc qui a coupé le cordon. Il y avait vraiment un investissement de sa part et ça restait plaisant. Sur le moment, il y avait quand même ce sentiment d'injustice de se dire... il y a ce qui se passe à la maison, mais avec les hormones et la perfection qu'il y avait sur moi, j'ai pas pensé à ça. Et d'ailleurs, je suis contente de pas avoir pensé à ça, d'avoir pu faire la part des choses, entre guillemets, et de vraiment vivre ce moment avec le papa, malgré ce qu'il fait, ce qu'il a fait, parce que ça reste le papa de mes enfants. Et il a été présent, ça je peux pas dire le contraire. Et il m'a quand même laissé aussi ce temps, on m'a posé Jade, où il m'a laissé vraiment ce moment privilégié avec ma fille. Et ça, je suis reconnaissante encore aujourd'hui, parce que ça a été vraiment un moment extraordinaire. Comment est-ce que toi, t'étais au retour de la maternité, du coup, avec ce retour à 2, à 3? Paumée. Ouais. Anxieuse. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux, donc j'anticipais déjà est-ce qu'elle va bien prendre le sein à la maison? Est-ce que... En fait, c'est vrai que tant qu'on est à la mater, on a cette espèce de... On a envie de rentrer, mais paradoxalement, on a cette espèce d'aspect rassurant sur le fait qu'il y a du monde tout le temps.
que si une tétée se passe mal, on peut appeler quelqu'un, que quand il y a une couche complètement déconnante de méconium, on ne sait pas trop, on peut quand même appeler en disant « au secours ». C'est vrai que c'est rassurant et en même temps, on n'a qu'une hâte, c'est de rentrer pour voir l'enfant dans notre élément, je pense déjà pour réaliser. Tant qu'on est à la mater, on est dans cette espèce de rêve un peu irréel. On ne se rend pas nécessairement compte qu'on a un enfant finalement et... Ce retour à la maison, c'est aussi justement le fameux baby blues, pour ma part en tout cas, puisque c'est le retour à la réalité. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'effectivement, on ne sera plus jamais deux. J'essaye d'oublier les violences pour vraiment dire qu'on était quand même un couple et que ça reste un peu comme une intrusion dans cette espèce de vie qu'on avait. Et il y a ce côté extraordinaire et vraiment rempli d'amour. Et il y a ce côté un peu étranger qui va pénétrer comme ça dans le cercle familial, finalement, dans le couple. Et bousculer complètement toutes les habitudes. Donc, ce retour à la mater a été autant voulu que appréhendé. Et je me souviens d'avoir été complètement larguée. Cette espèce de côté lunaire, vraiment, où on a une espèce de petit bout dans un cosy. Je me dis, mais quand t'es arrivée chez toi, t'as rien compris. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce machin-là, finalement et puis, alors, je me souviens de mon chien que j'étais trop contente de voir. Et sur le moment, je me suis dit, on s'en fout du chien. Mais non, j'étais trop contente de revoir mon chien. Et cette espèce d'impression, quand même, on est parti en femme enceinte, en femme, et on revient en maman. Et en fait, il y avait ce côté... on se sent une étrangère dans sa propre maison, finalement. C'est peut-être un peu fort, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. Mais ouais, il y a vraiment ce côté, mais j'en fais quoi ? Je le pose où ? Est-ce que je continue à vivre normalement ? Est-ce que je peux passer l'aspirateur ? Oui, alors moi, mon ex-conjoint est pas maniaque, moi oui. Donc je me souviens d'avoir pensé, oh, c'est le bordel ! Et vraiment, je me suis dit, mais mon Dieu ! Et en fait, c'est bête, mais c'est vraiment cette réalité qui d'un coup nous frappe de plein fouet. Et on se dit, oui, il y a ce côté lunaire, je suis devenue une maman et j'ai 7 enfants. Mais j'ai envie de faire la vaisselle, quoi. Et en fait, il y a eu vraiment ce moment, je le pose où ? Je fais quoi ? Est-ce que je peux aller aux toilettes ? Est-ce que je peux faire la vaisselle ? Et c'est vrai que... Mais c'était cool aussi, puisque du coup, ça ramène cette normalité, ça permet d'en rire aussi. Et après, en fait, on retrouve vite nos marques, finalement. Mais ouais, c'est assez anxiogène, quand même. Et Gervais, quelle place il avait auprès de Jade, les premiers mois ? Alors dans les débuts, il était prévenant. Il gardait vraiment ce côté prévenant. Il était plutôt spectateur, mais pour le coup, je peux pas lui reprocher parce qu'il y avait de l'allaitement. Pour Jade, c'est mal passé en plus, dans le sens où je me suis vraiment acharnée et battue avec des conseillères en lactation qui sont venues. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. En fait, Jade prenait mal le sein. Et elle n'avait pas de problème physio ou quoi que ce soit. Et de mon côté, c'était plutôt bien fait aussi. Mais vraiment, en fait, cet allaitement a été très dur à vivre et du coup, il a parasité un peu ce début de parentalité pour nous deux. C'était vraiment de l'acharnement pour moi. En fait, c'était militaire, il fallait relancer une lactation, donc c'était du tirage de lait toutes les 2 heures avec une mise au sein. C'était très très dur jour et nuit. Et là, pour le coup, phase lune de miel aussi, qui a duré un certain temps à la naissance de Jade. Mon ex-conjoint était vraiment incroyable. À ce moment-là, par contre... il m'a soutenue à fond, il est allé chercher un tire-lait, il est allé en rechercher un autre, il est allé chercher les produits, il a pris les rendez-vous, il m'a emmenée, il a fait le nécessaire. Il m'a soutenue quand il fallait que je me lève la nuit. Il a vraiment été, sur les premiers mois de la naissance de Jade, le père parfait et le conjoint parfait. Ça n'a pas duré, mais j'ai pris ce que j'avais à apprendre à ce moment-là et franchement, il a été un pilier énorme. Il a été donc plutôt spectateur du fait de cet allaitement qui a été très compliqué, qui a pris beaucoup de temps. Mais il a été là, il m'a aidé, il a répondu présent et vraiment là-dessus j'ai rien à dire sur les quelques premières semaines, premiers mois de Jade. Et tu dirais que la lune de miel, cette lune de miel là, c'est terminé quand ? À partir du moment où Jade a pris sa place, dans le sens où elle a commencé à développer son Jade, où elle a commencé à se déplacer à 4 pattes. En plus, Jade est une enfant qui est plutôt en avance sur beaucoup de choses, donc elle a commencé assez tôt à se déplacer, elle a commencé assez tôt à tenir assise, à s'exprimer. Et en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où elle a pris de la place, mon ex-conjoint était jaloux, en fait. Alors là, après, ça va dans ses déviances psy aussi. Il avait besoin d'avoir ce monopole et quand Jade a... Ce monopole auprès de toi ? Auprès de moi, auprès de la maison, auprès vraiment de son côté indispensable, de son côté vraiment présent. Quand Jade a commencé à vraiment m'accaparer beaucoup, à se développer, à se déplacer, à être vraiment une petite personne à part entière, là, mon conjoint a vraiment commencé à bugger un petit peu par rapport à Jade. La lune de miel s'est arrêtée quand la vie a repris.
En fait, finalement, quand cette espèce de côté justement un peu lunaire qu'on a avec un nouveau-né se tasse, parce qu'à un moment donné, on va quand même au travail, on va quand même prendre une douche, on va quand même faire les courses. Quand l'attrait de la nouveauté s'est estompé, je dirais, et que Jade a commencé à prendre de la place. Moi, en plus, j'étais vraiment à fond sur la motricité, j'étais vraiment passionnée. Et là, ça a commencé à devenir un petit peu compliqué. Comment t'as appris que t'étais enceinte de Gabin? Parce que c'est arrivé quand même assez vite. Alors, quand je suis tombée enceinte de Gabin, pour la petite histoire, Jade avait 4 mois et demi. J'étais déjà tombée enceinte. Donc en fait, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de pas très très normal. J'avais tout le temps faim. Ouais, t'as reconnu les signes. Ouais, en fait, ils étaient différents de ceux de Jade pourtant, mais je sentais bien que j'étais différente. Et surtout, j'avais vraiment tout le temps envie de grignoter. Par contre, quand je l'ai découvert, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce que c'était pas du tout voulu. Pour le coup, Gabin, c'était sous contraception. Ok. Et je suis très assidue, vu en plus ma faculté à tomber enceinte. En fait, je projetais déjà de quitter le papa. Donc j'étais en projet de reprise de société. Et d'ailleurs, je me souviens que j'étais en train de bosser sur mon business plan quand j'ai fait mon test. Et je me souviens, mon premier réflexe, ça a été vraiment très compliqué. Je regrette rien, bien évidemment, aujourd'hui, mais ouais, ça a été très compliqué. Tu t'es posé la question d'avorter? Oui. Ouais, je me suis vraiment posé cette question. Je me suis laissé un délai de réflexion parce que j'étais déjà à 6 semaines, je crois. Donc j'étais encore large, mais sur le principe, je m'étais laissé vraiment 1 mois, 3 semaines, 1 mois pour prendre une décision. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? C'était quoi le... Bagdad. Ouais. C'était vraiment, je passais en fait de toutes les émotions. Le gros point noir, c'était le papa. Je voulais vraiment le quitter, je voulais vraiment arrêter toute cette situation qui devenait compliquée et j'étais loin d'imaginer à quel point, du coup. J'avais déjà peur pour Jade en fait. Donc je me disais, tu peux pas impliquer un autre enfant, que moi je prenne des coups ou que je sois malheureuse ou que je sois violentée, c'était une chose. T'avais peur pour Jade qu'il soit violent avec Jade? Ça a commencé déjà un petit peu à devenir compliqué avec Jade déjà. Et j'avais peur, du coup je me disais, en fait quand je voyais comment il supportait pas son enfant, comment il supportait pas d'être père, qui ne supportait pas les contraintes, parce que c'est vrai que c'est des contraintes qui ne supportaient pas le mode de vie que ça donnait, je me disais, waouh, un deuxième rapproché, il va péter les plombs. En fait, je me disais, il va craquer et là, ça va être la guerre. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Alors, j'aime mon fils plus que tout. Moi, je le vois pas comme ça, mais si je devais vraiment je sais pas comment dire, mais l'identifier par rapport à cette violence, Gabin, il a été l'accélérateur de la fureur. Il a été vraiment l'événement déclencheur de l'apocalypse. C'est horrible parce que c'est un tout petit bout qui porte ça. Enfin, non, il porte rien, mais je lui donne un peu ce statut-là. C'est vraiment juste pour essayer de situer un petit peu par rapport à son père, mais c'est vraiment Gabin qui a fait tout exploser, en fait. C'était quoi la réaction du père, du coup, à ce moment? La même que la mienne, pour le coup. Alors lui, c'était pas du tout... comme tous ces profils-là, c'est pas du tout quelqu'un qui se remet en question. Donc en fait, à aucun moment, il s'est dit ouais, j'ai un gros problème de paternité avec mon enfant, donc je peux pas forcément refaire un deuxième parce que clairement mon problème ne va pas se régler comme ça, donc il risque aussi de s'accentuer. Lui, il y avait aucune remise en question. Lui, il était vraiment parfait dans son esprit. Donc à aucun moment, il aurait eu ce réflexe, je pense, de se dire non, c'est pas raisonnable parce que j'ai un problème et que voilà. Lui, ça a été ok, financièrement, et ce qui est vrai aussi, hein, financièrement, ça coûte quand même très cher. Professionnellement, on va faire quoi? Voilà, c'était vraiment les aspects pratiques. Mais ce qui est indéniable aussi, hein, mais voilà, il n'y avait pas du tout de remise en question ou de réflexion à ce niveau-là. Ok, la grossesse s'est passée comment? La grossesse de Gabin, ça a été un enfer. Ouais. Honnêtement, alors physiquement, elle a été beaucoup plus facile que celle de Jade. J'ai pas eu les problèmes que j'ai eu pour la première, mais il y a quand même des schémas qui se répètent puisque le col s'est ouvert un peu plus tôt, il y a eu des contractions très rapidement aussi. Il y a eu beaucoup plus d'allers-retours aux urgences suite à des contractions, suite aux violences. Parce que vraiment, la grossesse de Gabin a été très compliquée. Quand tu dis compliqué, c'était au niveau violence psychologique, physique? Ouais. C'est ça. Il a jamais été aussi en forme que pendant la grossesse de Gabin. Là, les violences physiques ont été vraiment dures et régulières et fortes. C'est-à-dire qu'elles ont été vraiment vicieuses, elles ont été vraiment compliquées. C'était, par exemple, si je m'asseyais, on levait la chaise pour que je tombe par terre. C'était
À aucun moment il s'est dit elle a un enfant dans son ventre et on peut pas faire ça à son enfant, quoi. Bah On ouais. risque de le tuer en fait. Complètement. Et c'est ça qui a été le plus dur, honnêtement. Ouais. Jade, pendant cette grossesse, c'était quoi sa place? Jade, elle a senti, je pense qu'ils sentent de toute façon, elle a bien senti qu'il se passait quelque chose, donc elle a vu mon ventre qui s'arrondissait aussi, elle a vu que du coup elle pouvait plus faire tout ce qu'elle faisait avant aussi, que je faisais attention. Donc je pense que déjà elle avait ce côté bébé qui devait céder sa place très rapidement. Finalement en fait c'était super rapide pour elle. Elle a pas, moi je me souviendrai toujours d'avoir dit ça à ma sage-femme, j'ai peur de ne pas aimer mon deuxième autant que j'aime ma première. Elle m'avait dit de toute façon ce sera pas le cas. Alors vous l'aimerez pas moins, mais vous l'aimerez différemment déjà. Et j'avais vraiment cette peur que Jade se sente abandonnée, qu'elle n'ait pas le sentiment d'être ce bébé qui a sa place de bébé le temps que ça doit durer avec sa maman, avec ses parents. Et ça s'est produit de toute façon un petit peu, c'est indéniable, c'est la force des choses, c'est la fatalité quand on fait 2 enfants rapprochés. Moi, je l'ai vraiment inondée d'amour, parce que déjà, Jade, ça restera toujours ma première. L'amour ne se divise pas, il se multiplie, oui, mais c'est vrai que cette espèce de coup de foot du premier, c'est ses propres premiers, clairement. Moi, je l'ai inondée d'amour du mieux que j'ai pu. Après, là, elle a été beaucoup plus victime de la violence, puisque déjà, les violences sur moi étaient beaucoup plus fortes. Donc, elle a beaucoup plus vu, elle a beaucoup plus subi aussi. Elle a commencé à avoir, là, j'ai commencé à avoir des répercussions un petit peu sur elle aussi. Ouais. Quand tu dis qu'elle a subi, c'est qu'il la frappait. Est-ce qu'elle vivait aussi des violences alors psychologiques? Je sais pas si c'est possible à cet âge-là. Ouais. C'est possible. À l'époque, j'étais sous emprise et je voulais pas forcément voir les choses, donc j'estimais que c'était pas forcément de la violence physique, mais elle avait quand même été assez brutalisée. Il y avait des choses du style, bon déjà il l'insultait beaucoup, énormément. C'était, je répéterai pas, c'était très très violent et c'était permanent surtout. Et c'était en fait le plan allongé, c'était lui écarter les jambes un peu de force, je vais te mater ton sale caractère, de sale gamine de, voilà, enfin lui refermer le frigo sur la main volontairement parce qu'elle avait qu'à pas être dans mes pattes. Enfin, c'était des petits éléments. Enfin, pour moi, c'était des petits éléments à ce moment-là qui en fait sont juste monstrueux. Et puis c'était vraiment, je pense beaucoup enfin c'était surtout, je pense, très choquant de voir sa maman avec du sang ou sa maman avec des bleus ou sa Parce maman. qu'elle t'a vu avec du sang, avec des bleus. Elle m'a vue inconsciente, ouais, aussi. Donc elle m'a vue au sol, elle m'a vue vomir suite à des coups, elle m'a vue pleurer de contraction, de douleur en fait, aller aux urgences. Elle a vu des choses qu'une petite fille ne devrait jamais voir. Donc, et puis les insultes permanentes, la violence morale, la violence, les hurlements, Donc en fait, elle a vu de la fureur, de la haine, de la violence, quoi, permanente. Vous aviez un entourage à cette époque? On Non. était très enfermés. Alors déjà, je maintiens avec le Covid. Ça a quand même vraiment Ouais. beaucoup refermé aussi le lien avec la famille, avec les amis. Mon ex-conjoint, du coup, s'est coupé beaucoup de sa famille. Je pense qu'il avait peur qu'il se rende compte de ce qui se passait. Moi, je voyais quand même pas mal ma mère. Enfin, pas mal. Je la voyais, disons, quand même régulièrement. Je voyais une amie à moi de temps en temps, mais c'est vrai qu'on voyait très très peu de monde. Et je pense que c'était volontaire aussi. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? J'étais tout le temps dans l'idée de... Alors, pendant très longtemps, du moins, j'ai été dans l'idée que ça allait s'arranger. Qu'à un moment donné, en tant que père, il allait réaliser qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il y aurait une espèce de remise en question, je sais pas, de... Bon, j'ai réalisé que, en fait, ça s'est fait un chemin dans ma tête, j'ai réalisé que non, ça n'arriverait pas. Le plus dur, c'était pas tant de subir des violences parce que je suis une adulte et que je gère mes émotions du mieux que je peux et que je suis capable d'aller pleurer dans un coin ou de taper sur quelque chose si vraiment j'ai besoin d'extérioriser. Non, là où c'était vraiment la folie dans ma tête, c'était pour ma fille, en fait. Et mon fils, indirectement, qui était dans mon ventre. Mais il y avait déjà la peur que ça vire au cauchemar, sans trop comprendre pourquoi, parce que je comprenais pas toujours pourquoi. En fait, je comprenais jamais pourquoi. Il y avait toujours la peur que... Bah oui, moi, j'avais quand même cette peur, à un moment donné, d'être tellement blessée que je puisse plus protéger ma fille, déjà. Et puis cette peur pour elle. Permanente, de me dire il va franchir une limite, elle va tomber, elle va se faire un trauma crânien, enfin ce qui peut peut-être sembler des peurs complètement, mais en fait non, c'était totalement fondé puisque ce qui se passait à la maison était complètement propice en fait à ce genre de situation, donc j'avais vraiment toujours cette peur qu'il lui fasse du mal à elle. J'avais peur et puis j'avais peur qu'à un moment donné on nous enlève nos enfants, enfin ma fille. Je crois que j'avais cette envie qu'on découvre ce qui se passe tout en ayant cette peur qu'on découvre ce qui se passe, et j'avais ce sentiment de honte aussi de me dire tu fais pas ce qu'il faut. En fait, tu protèges pas ton enfant et tu fais pas ce qu'il faut, mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire. J'avais le sentiment que quoi que je fasse, j'étais coincée, ce qui d'ailleurs était exactement le cas. On se dirige vers la naissance de Gabin. Pour cette naissance, tu as été séparée de Jade. Comment tu l'as vécu et comment ça s'est passé? Ça a été horrible. Ça a été déjà, il y a eu une anticipation très longue parce que j'avais
tout prévu pour qu'il ne se retrouve pas seul avec Jade. En fait, plus que mon accouchement, j'étais préoccupée pour la sécurité de mon enfant. Ça a été une peur viscérale. Mais vraiment, ça m'a bousillé la fin de ma grossesse. Ça m'a bousillé mon accouchement. Parce que j'étais complètement obnubilée par ma fille est toute seule avec lui. Ma fille est toute seule avec lui. Et je ne pensais qu'à ça. Puisqu'il y avait eu pas mal de choses qui s'étaient déjà passées en off que mon ex-conjoint ne savait pas. Il y a eu un signalement qui avait été fait par l'hôpital quand j'avais été reçue pour des contractions qui étaient suite à des coups. En fait, les sages-femmes commençaient à avoir des doutes. Et cette fois-là, j'avais craqué. J'avais explosé, j'avais tout dit. C'est la première fois où je m'exprimais sur les violences d'ailleurs. Et c'était quelques mois avant la naissance de Gabin. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ça ? En gros, donc les sages-femmes t'ont écouté. J'ai vu des psys, j'ai vu des sages-femmes. Elles ont fait ce qu'on appelle un signalement préoccupant. C'est-à-dire que c'est une information préoccupante qu'on fait à la CRIP, qui est le centre de recueil des informations préoccupantes. Et elles ont donc expliqué effectivement que j'étais reçue pour des contractions suite à des violences de la part de mon conjoint, qu'il y avait déjà une petite fille qui avait presque 1 an dans le logement et qu'elle subissait indirectement et quand même aussi directement les violences de son papa. Et que moi, enceinte, du coup, je m'inquiétais énormément. Et ce signalement, d'ailleurs, a lancé toute la suite des procédures. T'es sortie de ton silence à ce moment-là. Voilà, en fait, elle m'avait conseillé donc de prévenir quand même au moins 1 ou 2 personnes au cas où, quand il y avait eu cette information préoccupante. Et donc, j'avais mis l'assistante maternelle donc, dans la confidence. En fait, le fait de lui expliquer, il y a beaucoup de choses qui se sont expliquées. Des comportements de Jade, le fait que mon ex-conjoint soit toujours là aussi, des comportements, en fait, des choses qui se sont expliquées. Donc elle a été beaucoup plus vigilante en fait après ça. Et quand j'étais pas loin du terme, j'ai commencé à essayer de trouver une solution pour que mon ex-conjoint ne se retrouve pas donc tout seul avec ma fille. Et l'assistante maternelle a accepté, quand le travail commencerait, de garder Jade, que ce soit le jour ou la nuit. Ouais, ça a été cool de sa part. Et donc du coup elle a gardé Jade. Quand je suis rentrée à l'hôpital, c'était un mercredi soir, je crois, de mémoire. Il était dans les 20h, 21h, donc on avait déposé Jade. Et elle l'a gardé 2 jours, 2 nuits, un truc comme ça. Et ce qui fait qu'après, lui, il avait que le soir, la nuit, et l'a redéposé chez la SMAT comme normal le matin. Et c'était quand même rassurant parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en fait, j'avais un contrat que de 1 à 2 journées par semaine pour Jade. Et là, elle a accepté de prendre Jade, donc le temps hyper nécessaire, sympa de sa part. ouais, pour que je sois compréhensive aussi, peut-être. Voilà, que je sois tranquille pendant que j'étais à la maternelle. Au-delà de la peur, ça a été, c'est mon aîné, c'est mon trésor, c'est ma princesse, c'est mon bébé. Et ne pas la voir pendant 1 semaine, quasiment, ça a été un déchirement. Et comme, encore une fois, j'aime beaucoup faire des bébés Covid, on était en confinement. Les 2 fois où j'ai accouché, c'était un confinement. J'ai des affinités avec le Covid. Ça a été très difficile parce que j'avais vraiment essayé de demander si elle pouvait venir et il n'y avait rien à faire, ils avaient refusé. Moi, j'ai eu le droit aux visites où c'était 2 heures par jour, c'était très réglementé pour les 2 grossesses, donc compliqué. Ça a été très dur, je l'avais un petit peu en WhatsApp pour voir un petit peu sa bouille, mais en fait, c'était un déchirement encore plus et elle était complètement perdue aussi. Donc ouais, ça a été être séparée de ma fille comme ça, c'était la première fois en plus que j'étais séparée plus d'1 journée d'elle, ça a été très dur. Et ton ex-conjoint là-dedans, c'était quoi sa place pendant l'accouchement ? Là, ça a été plus compliqué. Comme il y avait eu un signalement qui avait été fait donc, dans cet hôpital pour les violences, les sages-femmes n'étaient pas dupes, donc déjà, elles le regardaient de travers, clairement, ouais. Tout simplement. Dès que j'ai eu quelques petits moments où il ne pouvait pas être présent, elles venaient directement me voir pour me demander ce qu'il en était. Donc moi, j'ai menti en disant que ça allait beaucoup mieux. Elles m'ont dit non. Enfin, on sait que non. J'ai dit, mais si, regardez, il se comporte bien. Elle m'avait dit, oui, bah, c'est tout à fait le type de personne qui va se comporter de manière exemplaire en public. Donc, elles m'ont dit, non, on voit bien que ça va pas. J'avais des bleus. Déjà, faut le savoir quand même, sur le corps. L'accouchement était très long en plus, donc là, ça n'a pas du tout été la même chose que pour Jade. Il a gardé cette façade quand même irréprochable en public, mais voilà, il n'y avait pas du tout le même soutien. C'était froid, c'était compliqué. Je pense qu'on se détestait vraiment. Enfin, est-ce qu'il me détestait ou pas ? Comme c'est maladif, c'est difficile à dire, mais moi, je le détestais. Parce que là, moi, j'avais pris conscience que j'étais sous emprise, que j'étais victime, que je ne voulais pas continuer. Il n'y avait pas le même soutien de sa part. Vraiment pas la même présence. Et en même temps, j'étais contente. Et d'ailleurs, pour l'anecdote qui est rigolote,
Moi, je la trouve drôle. Quand j'étais dans la poussée, du coup, les sages-femmes me boostaient vraiment puisque j'ai eu un accouchement très long qui a duré 36 heures. Et donc là, du coup, il y a eu vraiment des difficultés par contre aussi. Le col s'ouvrait pas, il y a eu 6 déclenchements, enfin, il y a eu beaucoup de choses. En fait, les sages-femmes sentaient que j'étais exténuée et elles ont vraiment voulu me booster. Et je me souviens en fait que mon ex-conjoint qui a voulu reprendre son rôle un petit peu de perfection, entre guillemets, m'avait dit « Allez, vas-y, tu peux le faire. » Et moi, je me suis dit « Tais-toi !» Mais vraiment, en fait, c'était pas tant. En fait, ça, c'était indécent pour moi. C'était vraiment. Ta gueule. Ouais. Exactement. C'était T'as pas vraiment ta ça. place là, C'était et- ça. Je me sentais vraiment prise pour une conne. Désolée, mais en fait, je me sentais vraiment prise pour une abrutie et je me disais, mais tu crois vraiment que tu vas donner le change longtemps, abruti comme ça enfin, et en fait, les sages-femmes, déjà discrètement, me demandaient quand il était pas là, donc j'avais dit, mais tu crois que tu vas leurrer qui en fait. Et j'avais vraiment ce sentiment d'injustice de me dire tu m'as tué ma première grossesse, tu m'as tué mon premier accouchement, t'es en train de me tuer ma maternité et là t'es en train de tout me retuer avec le deuxième. Et en fait il y avait cette injustice de j'aime mon fils, je regrette rien quand je vois sa bouille d'amour aujourd'hui, je referai 10 fois la même chose malgré tout, mais j'aurais voulu qu'il ait un autre père. Parce que j'aurais voulu au moins avoir une grossesse sereine, un accouchement serein et vraiment une parentalité sereine. Et en fait c'était vraiment pourquoi tu te permets de m'encourager alors que derrière en privé tu me frappes en fait, tu m'insultes. Donc, je trouvais ça tellement hypocrite que... C'est un peu cohérent, quoi. Ouais. Pour le coup, un petit peu, ça se défend, mais c'était quand même drôle parce que c'est vrai que c'était sorti naturellement, en mode tais-toi et c'est vrai que sur le coup, c'était quand même drôle, mais voilà. Comment s'est passée ta rencontre avec Gabin? Elle a été compliquée. Il n'y a pas du tout eu... J'ai longtemps culpabilisé d'ailleurs, mais aujourd'hui j'ai fait le deuil de ça, mais il n'y a pas eu du tout la même magie que pour Jade. Ouais. Alors déjà, il y avait effectivement donc, les violences et la haine Enfin, disons la fin de l'emprise, qui fait que du coup je voyais ce qui se passait, donc j'étais plus du tout dans cette idylle, dans cette perfection, dans cette image bisounours en fait que j'avais pour Jade. Mais il y avait aussi cet état d'épuisement et il y avait ce côté... intrus, vraiment qui s'invite, qui s'incruste. Et ça me semble monstrueux de dire ça, mais non, je sais que c'est un droit aussi de l'avoir pensé, mais il y avait vraiment ce côté, t'étais pas prévu, et là tu viens et tu fous encore plus la zone en fait. Et je m'en suis voulu longtemps hein, d'avoir pensé ça, mais je l'ai aimé, je l'ai trouvé magnifique, il a été mon bébé, mon petit garçon, mon amour aussi, mais il n'y a pas eu cette magie qui a Le pu coup de avoir. foudre. Ouais, exactement. Et en fait, c'est vrai que c'était... Il y a eu cette culpabilité immédiate, en fait, de me dire, c'est pas comme Jade. Après, ça a été vraiment la douche froide à ce niveau-là, parce que j'ai pas voulu faire autant de peau à peau. J'avais chaud, je me sentais pas à l'aise avec lui, en fait. Par contre, il y a eu ce côté magique que j'ai pas eu avec Jade, d'une mise au sein qui a été... Parce que moi, c'était vraiment un rêve, l'allaitement, parce que... J'avais une malformation, j'ai dû me faire opérer pour pouvoir allaiter dans la série des petits soucis. Et c'est vraiment, par contre, le temps fort, le point fort, la première mise au sein avec Gabin, elle a été extraordinaire. Elle a marché nickel. Et là, j'ai dit, c'est bon, avec lui, je vais vraiment vivre ce rêve-là, ouais. Bah, Quand c'est tu beau. dis quand tu parles de malformation et d'opération, tu t'es fait opérer de quoi? De la poitrine, en fait, il y avait les canaux lactifères, si je dis pas de bêtises, du lait. En fait, n'étaient pas construits, donc il a fallu tout reconstruire. Ça a été très long et très douloureux. D'accord. Et j'ai fait Ok. ça quand j'avais 18 ans. J'ai toujours dit je veux allaiter, je veux allaiter, je veux allaiter. Et je m'y suis tenue. Et pour Jade, la poitrine du coup était recréée, donc ça marchait bien. Mais c'est Jade qui avait un peu bugué, mais c'est comme ça, hein, c'est pas un souci. Pour Gabin, je m'étais dit, je sais pas si je survivrai à cette deuxième déception. Gabin, j'ai pu avoir vraiment cette joie de nourrir mon enfant. Et en plus, il s'y accrochait longtemps. Donc c'était un super échange. Il aime toujours bien manger. Il aime toujours bien manger, mais là il mange plus au même buffet, on va dire. Mais ouais, je sais pas si c'est moi qui lui ai donné le goût de la bonne bouffe, mais le résultat t'as est là. commencé au moins. Au retour à la maison, comment s'est passée cette rencontre avec Jade? Pas très bien. Je pense que déjà j'étais tellement anxieuse de rentrer, de retrouver mon ex-conjoint que alors j'ai plus eu de lait déjà. Donc déjà ça a été très compliqué puisque du coup le petit avait besoin de succion, il était très anxieux parce que je pense qu'il sentait mon anxiété totale. Donc déjà il y a eu une espèce de je sais pas comment dire mais d'aura vraiment de
c'était pesant. Des mauvaises ondes. Exactement, c'était vraiment pesant en fait. J'avais envie de retrouver ma fille, mais j'avais pas envie d'entrer. Il n'y a pas eu la magie qu'il y a eu pour Jade, ça c'est certain. Je savais plus ou moins quoi faire de mon enfant. Ma fille m'a manqué, c'était atroce d'imaginer qu'un être humain puisse nous manquer à ce point-là. En fait, ça a été très dur de voir qu'elle m'a complètement ignorée. Ouais. Parce qu'elle m'a vu avec ce petit bout de machin pendu au sein, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça. Donc elle m'a vu, j'ai vu qu'elle a eu une réaction, mais pas plus que ça. Donc je pense elle boudait un petit peu. Ça a été très dur pour moi quand même, parce que j'avais qu'une envie, c'était de l'étouffer d'amour et de câlins. Clairement, j'avais juste envie de me perdre dans son cou et de la serrer de toutes mes forces. Donc j'ai pas pu faire ça. Et puis en fait, Gabin a été tellement mal, le pauvre. Je pense qu'il a senti ma peur. Lui, j'estime que Gabin a vraiment été violenté, par contre, et dès in utero et à la naissance. Gabin, dans les premiers mois, j'ai pas pu le poser, c'est véridique. Hein. Le premier mois, je ne pouvais pas le poser de plus de 5 à 10 minutes par jour. J'allais aux toilettes avec lui dans le porte-bébé, je ne pouvais pas me laver. Épuisée. J'étais épuisée. Je gérais la violence, je gérais ma fille. Les nuits, c'était pour moi. Je gérais l'allaitement H24. Et mon fils, c'était vraiment... si je le posais 10 minutes, il hurlait. Hein, mais je m'octroyais 10 minutes à le laisser pleurer parce qu'il fallait quand même que... Voilà, fallait que je souffle un petit peu. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Je l'avais H24 en porte-bébé ou au sein. Et ça a été dès le retour à la mater. Et ça a duré 4 mois. Comme ça. J'ai commencé à pouvoir le poser une demi-heure au bout de 3 mois, à peu près. J'ai vécu vraiment en siamois avec Gabin dans les 3 premiers mois. Et donc Jade, je pense qu'elle m'a vue avec ce bébé hyper prenant, ce bébé qui était très mal dans sa peau dès le départ. Moi, ça a été quelque chose qui a été déchirant pour moi, parce qu'un nouveau-né ne devrait pas encaisser tout ça. Et le premier soir, mon ex-conjoint a dit on aurait dû la faire sauter cette merde, en parlant de Gabin. Wow. Parce que Gabin pleurait trop. Ah, la violence. Ça a été super dur. Ouais. Et c'était quoi sa place à lui, du coup ? À mon ex-conjoint. Ouais. Ah bah là, il était complètement... Là, il n'existait plus. Là, c'était... alors, il a toujours détesté mon fils. Ouais. Il a estimé que ça n'était pas son fils, parce qu'il m'accusait de le tromper, entre autres. Il l'insultait en permanence. Il ne supportait pas de le voir au sein. Il disait qu'il faisait exprès, un bébé de 2 semaines, qu'il faisait exprès pour lui voler les jouets de sa femme, ce qui est déjà hyper réducteur en plus pour ma poitrine, au passage, et ma personne. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus de limites. C'était des insultes en permanence. Il n'y avait plus du tout de soutien. Il n'y avait aucun rôle de père. Je gérais les nuits, je gérais les deux, je gérais les courses, je gérais le ménage, je gérais la nourriture, je gérais l'allaitement, je gérais la nounou, je gérais tout. Moi, j'ai été dans un état d'épuisement qui a dépassé ce que j'aurais imaginé pouvoir supporter. C'est quand Gabin a eu 4 mois que j'ai contacté la gendarmerie et que tout s'est terminé. Donc voilà, j'ai pas tenu longtemps. Ça te faisait encore une charge supplémentaire de penser à quitter ton ex aussi. Ouais, même si je gérais... En fait, c'est t'étais dans la survie déjà au quotidien, ça te faisait un truc en plus. Et en même temps, en fait, c'est vrai que j'ai été très bien entourée par contre, parce que... À la gendarmerie, tu en fait, pour la faire très rapide, du coup, quand il y a eu ce signalement préoccupant là, de l'hôpital, c'était en septembre de l'année avant l'année de naissance de Gabin, donc en 2021. Jade avait presque 1 an, quand il y a eu d'autres faits de violence en novembre, donc 3 mois après, la gendarmerie a été avisée. Et en fait, étant donné qu'il y avait eu un signalement préoccupant pour des violences, ils ont été obligés de l'emmener en garde à vue. Du coup, j'ai dû être auditionnée. Ça a été très dur. Je n'ai pas osé porter plainte. C'était ce qu'on appelle le premier aller-retour. On dit que les femmes victimes de violences font 3 allers-retours. Et non, c'était le 2e d'ailleurs. Le premier, j'estime que c'était à l'hôpital. Et en fait, quand il y a eu cette audition, j'ai été reçue par une assistante sociale de la gendarmerie que je remercie beaucoup encore aujourd'hui pour tout ce qu'elle a fait pour moi et ce qu'elle fait encore pour moi. Et qui m'a vraiment, donc elle, conseillé de constituer un dossier de preuve pour toutes les suites. Et qui m'a poussé au cul, j'ai pas d'autre terme, pendant presque 1 an pour que je porte plainte. Il a fallu presque 1 an après ce 2e aller-retour pour que j'ose faire le 3e et le dernier. Et du coup, elle m'a poussée avec une autre assistante sociale aussi qui m'a aidée en parallèle et une psy. Et c'est elles qui m'ont vraiment... C'est grâce à leur soutien que t'as pu aller au bout. Ouais, entre autres. Il y a eu ce déclic qui de toute façon aurait surpassé n'importe quel professionnel au monde, parce que c'est un déclic de maman. Mais ça a été vraiment... elles m'ont vraiment aidée et en fait, elles ont essayé aussi de me raisonner parce que j'avais cette peur de ne pas gérer toute seule. Et elles m'ont dit, mais... vous gérez déjà tout toute seule. Ouais, c'est ça, tu le faisais déjà toute seule. Et c'est ça, sauf que là, elle m'avait dit, vous n'aurez pas la peur et la violence, en plus. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas être toute seule vraiment physiquement, mais sereine ?
Et on va juste revenir un petit peu sur du coup la partie plus violence et la partie juridique aussi, procès et compagnie. Sur le début des violences, comment ça s'est manifesté chez lui, les premiers signes? Parce que du coup, tout à l'heure, tu nous disais que c'était une emprise. Il y a quand même toujours des choses qui nous mettent la puce à l'oreille. Le maquillage. Alors, je suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup, fort heureusement, finalement, mais c'est des petites réflexions. Au début, Il t'interdisait de te maquiller, c'est ça? À la fin, c'était ça, mais pas Ouais. au départ. Au départ, c'est très insinueux. Au départ, t'es sûr que t'en as besoin. Et en fait, c'est plutôt même presque dit sur le ton d'un compliment. C'est vraiment cette espèce de manière progressive d'amener je te le permets, mais si tu le fais, ça va pas le faire. Et en fait, c'était vraiment... oui, tu peux aller avec une copine boire un verre, mais bon, du coup, on avait prévu ça, donc je vais me retrouver tout seul. Et puis... t'es sûr? Enfin, il y aura qui? Et puis, t'imagines, je suis pas là. Enfin, si ça se passe mal. En fait, faut toujours penser que dans le fond, il y a toujours ce côté indispensable. Il y a toujours cet aspect où, quoi que je fasse, je vais me retrouver en difficulté et donc il sera pas là. Et comme il sera pas là, je vais pas gérer. En fait, c'est vraiment insinueux, c'est vraiment lent, mais sûrement. C'est amener doucement le fait que t'es qu'une merde. Finalement, et que si je suis pas là pour te sauver les fesses ou pour rattraper, tu n'y arriveras pas. Et en fait, après, il y a eu des choses un peu plus... Ça a été un peu plus ciblé. C'était mon compte Instagram. C'était c'est quoi cette photo de pute? C'était t'étais obligée de mettre un décolleté, mais t'es sérieuse? Mais pourquoi tu t'es maquillée? Après, ça a été du questionnement. Si j'avais le malheur de mettre un soutien-gorge en dentelle, pourquoi? T'as vu qui? Parce que lui travaillait, mais pas moi, du coup. Parce que moi, j'étais en congé mat. Enfin, j'ai été en grossesse patho assez rapidement, puisque j'avais des soucis dans la grossesse. Et donc, en fait, moi, je me retrouvais chez moi. Enfin, oui, c'était chez moi, d'ailleurs, à l'époque. Et c'était vraiment... lui allait bosser, mais moi, dans ma journée, t'as fait quoi? Avec qui? Pourquoi? Quand? Comment? Mais c'était doucement. C'était doucement, mais sûrement. Et puis après, c'est devenu vraiment plus violent. C'était t'es obligé de t'habiller comme une pute, t'en as pas marre de faire ça. Et puis c'était après commencer à me rabaisser pour me dire que j'étais stupide, que je comprenais rien. Après, ça a été beaucoup d'humiliation, genre mais quel débile. Enfin, des choses comme ça. Ça peut peut-être sembler puéril, mais en fait, c'était super lourd. C'était super lourd. Et puis après, c'était bah ouais, t'es grosse, t'as un cachalot, regarde-toi, j'ai besoin que je sache que t'as un boudin. Enfin, tu m'étonnes que je regarde ailleurs. Et en fait, ça a été commencé à amener la peur aussi chez moi. C'est-à-dire, et pour me faire passer pour une folle. Parce que c'est tout le principe de ces profils-là aussi. C'est-à-dire de mettre le doute en permanence dans mon esprit sur je rentre de plus en plus tard, tu ne sais pas où je suis, je ne réponds pas. Parfois, il rentre à 1h du matin. Il était au travail à 1h du matin. Et en fait, moi, je savais que c'était pas vrai, mais je voulais même pas aller dans le débat parce que... Mais en fait, c'était amener progressivement la peur, me parler de plusieurs fois d'une collègue, plusieurs fois, en insistant. Et en fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, mais pourquoi tu m'en parles plusieurs fois? Enfin, pourquoi tu rentres à 1h du matin? Qu'est-ce qui se passe? Et t'étais où? Et puis, il se préparait de plus en plus, alors qu'avec moi, c'était le jogging et les insultes. Et en fait, c'était insinuer aussi le doute dans mon esprit, je pense, pour qu'à un moment donné, moi, je sois en fragilité, mais vraiment extrême, que je ne sache plus rien du tout et qu'à un moment, je passe aussi pour la jalouse, la folle, puisque tout le but de ces personnes-là, en fait, c'est de retourner la situation. C'est vraiment comme s'ils avaient un miroir. C'est déjà arrivé qu'ils me giflent et qu'ils me disent t'as vu ce que t'as fait. Et en fait, le plus dur, c'était de me demander s'il croyait réellement à ce qu'il y avait dans son esprit, ou si c'était vraiment qu'il était d'une manipulation qui était telle, en fait, que c'était prodigieux, quoi. Enfin, et encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas répondre à cette question. Je ne sais pas s'il était persuadé de ça, si s'était vraiment mis à croire à ses mensonges, ou si le personnage allait tellement loin qu'en fait, il poussait le truc jusqu'au bout, quoi. Pour me faire douter, en fait, et je suis persuadée que je serais devenue folle, à force. Franchement. Et comment il était avec les enfants? Que tu dis qu'il leur parlait très mal, il les insultait. Et est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Oui. J'en rigole, mais je ris jaune. Ça a été le plus dur pour moi et c'est ce qui est le plus difficile à évoquer parce que, encore une fois, moi, je peux contenir mes émotions, c'est une chose, mais deux petits bouts comme ça. Il y a eu du rejet, beaucoup de rejet des enfants. Je maintiens, c'était pas son fils. Je l'avais fait avec... Je vais pas utiliser le terme, mais bref, avec le voisin, on va dire. C'était un bâtard, c'était pas le sien. C'était qu'une merde. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'insultes, mais qui vraiment qui transpiraient une espèce de rejet en fait total. Il y avait énormément de haine et de jalousie aussi. C'est là où je crois que c'était le plus déconnant pour moi finalement. C'était la jalousie envers ses propres enfants. C'est-à-dire que voir son fils sur mes seins, ouais, il a des rapports avec toi, même moi je te touche pas autant, donc forcément c'est pas normal. Il fait exprès, il veut nous séparer. Un bébé de 2 semaines.
Enfin, voilà. Il y avait sur une autre euh, planète. Complètement. Il y avait vraiment une jalousie, surtout vis-à-vis de mon fils. Et sa haine était vraiment contenue envers cet enfant. Je ne sais pas pourquoi. Jade a été beaucoup plus épargnée quand même. Je pense qu'il y avait un rejet, il y avait beaucoup de jalousie, mais vraiment une haine que je qualifie pas vis-à-vis de son fils. On peut pas dire qu'il y avait des coups à proprement parler, mais c'était une attitude qui était quand même très agressive. Violente. Quoi, ouais. Ok. Quand est-ce que t'es partie? Alors j'avais des fouilles de téléphone aléatoires en plus, des fouilles de papier aussi. Là, il avait fouillé donc mes papiers, mes physiques, administratifs, et c'était très bien planqué, je peux vous l'assurer. Et il était tombé sur mon audition après sa première garde à vue. Ok. Waouh. Il n'allait pas chercher. Alors, il faut savoir que l'assistante maternelle ne gardait que Jade, du coup, puisque Gabin était petit et allaitait tellement que pas possible. Donc, il ne voulait pas s'occuper de son fils. Donc, je devais emmener mon fils pour aller chercher ma fille chez l'assistante maternelle. Je devais prendre le nourrisson avec moi, ce qui était pratique, au lieu de le laisser avec son père. Et de toute façon, ça m'arrangeait parce que je n'aurais pas laissé mon fils avec son père tout seul. Et donc, il a attendu que je parte, il a fouillé et il a trouvé, et je vous dis, c'était très très bien planqué, donc il a trouvé mon audition. Et quand je suis rentrée, il était assis à cette même table où on est là en ce moment, il regardait dans le vide et ça, c'était très mauvais. Je connaissais les signes annonciateurs de la tempête. Et là, mon cœur qui accélère et ma bouche qui sèche et je sais que c'est bon, c'est compliqué. Et là, j'ai compris que ça allait pas. Vu la tournure de la conversation, donc j'ai essayé de le calmer un peu en lui disant est-ce qu'on peut parler un peu Là, c'est devenu compliqué. Petit à petit, il a commencé à sortir quelques petites phrases que j'avais eues dans ma déposition, enfin dans mon audition. Donc même si ça datait un petit peu, ça faisait presque 1 an, je m'en souvenais quand même. Et là, je lui ai dit, ok, bon, vas-y, crache, je sais. Et effectivement, il est monté en pression. Je me suis dit que là, ça allait être chaud. Gabin était encore petit, donc il faisait encore une sieste en fin de journée. Donc je suis allée mettre mon fils à la sieste. J'ai essayé de mettre Jade un peu dans son parc pour l'occuper un petit peu, pour que, voilà. Et là, c'est devenu compliqué. Donc, j'ai enregistré toute cette scène sur les conseils de l'assistante sociale où je commençais à constituer un dossier de preuve. C'est le dernier enregistrement des violences que j'ai de mon ex-conjoint. Et là, donc, ça a dérapé et j'ai essayé de récupérer mon audition puisque j'en avais quand même besoin aussi, on sait jamais. Il l'a déchiré et Jade était en fait avec moi. Et ça n'a pas eu l'air de le préoccuper et il m'a poussé très fort, il m'a frappé, il m'a giflé, il m'a poussé à l'épaule, il m'a poussé contre le mur. Du coup, je me suis éclatée contre le mur et la petite a suivi avec moi. Et donc là, du coup, j'ai pété les plombs. Ça a réveillé mon fils, forcément. Donc j'ai géré Gabin dans l'urgence. En fait, il était déjà assez tard, finalement. Et je savais pas quoi faire à ce moment-là. Et j'avais qu'une peur, c'était de le laisser seul avec mes enfants. Je savais qu'il fallait que je fuis, je savais qu'il fallait qu'il se passe un truc, que c'était le moment ou jamais, parce que je repoussais depuis trop longtemps. Donc je me suis dit, c'est ce soir, sinon t'auras plus le courage de le faire. T'as l'événement parfait, enfin, entre guillemets, donc fais-le. Et du coup, j'ai gagné du temps, comme j'ai pu, parce qu'il fallait que je trouve une solution pour mes enfants. En fait, une fois que Jade a été couchée, Gabin se couchait plus tard, puisqu'il y avait les tétés, il y avait tout ça, donc en fait, c'était différent avec lui. Donc une fois que Jade était couchée, j'ai attendu qu'il ait un moment d'inattention, en fait. J'ai pris téléphone, clé, et je suis partie en courant avec mon fils, en fait. Je suis partie en voiture, j'ai fait un burn de l'espace et je suis partie comme une flèche. Et je suis allée pas tellement loin, en fait, au bout de la rue. Et j'ai appelé une copine en pleurs et elle était au courant de tout. C'est elle qui avait déjà prévenu la gendarmerie aussi, donc elle les a appelés. Donc ils sont allés le chercher. Avant toute décision, en fait, finalement, puisqu'il n'y avait aucun dépôt de plainte, ils lui ont dit de partir. Donc ils l'ont escorté carrément jusqu'à chez quelqu'un de sa famille qui habitait assez loin volontairement. Et j'ai couché mon fils et je me suis écroulée. Et je me souviendrai toujours de cette nuit. J'ai pas dormi une seule minute de la nuit, en panique totale, et que j'ai compris à ce moment-là que je sais pas ce qui allait se passer, mais ça allait se passer. J'ai compris qu'à ce moment-là, de toute façon, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et la gendarmerie, pour ne pas que je me défile, imposait de venir le lendemain matin à 8h45 déposer plainte. Et c'est ce que j'ai fait. Bravo. Ouais. Ça a été la décision la plus difficile de toute ma vie. Ouais. T'es allée déposer plainte à 8h45 le lendemain matin. Et ensuite, comment les choses se sont enchaînées ? En fait, la grosse complexité de mon affaire, c'est que quand j'ai déposé plainte, j'avais pas d'avocate. C'était plus qu'une urgence, en fait. J'ai déposé plainte pour moi. Pour moi, sur les violences contre moi. J'ai pas osé à cette époque-là déposer plainte contre les violences sexuelles, puisqu'il y en a eu. Elles ont été abordées, effectivement, mais j'ai refusé de déposer plainte. En fait, j'ai refusé longtemps d'accepter que j'avais été victime de violences sexuelles, déjà. D'accord, donc il t'a fait subir des violences sexuelles. Ouais. Okay. Et en fait, j'ai pas voulu l'admettre. Pendant très longtemps, ça fait très peu de temps que j'ai osé le dire. Ça avait été abordé, d'ailleurs, la question
pendant mon premier dépôt de plainte et sur mon audition. Dans l'urgence de la situation, j'avais plus de 80 enregistrements audio de violences que j'avais réussi, donc sur les conseils des assistantes sociales, à faire. 80. Ouais. Il y a plus de 10 heures d'enregistrement audio. Sur combien de temps ? Sur de novembre 2021 à juin 2022. Et sur tous les enregistrements, il y a des violences. Sur tous. Il n'y en a pas un seul où il n'y a pas une violence. Il y en a des enregistrements qui durent plus d'1 heure. Mon téléphone a été saisi, donc je me suis retrouvée sans téléphone par la gendarmerie. La grosse complexité, justement, c'est que plus de 10 heures, la gendarmerie n'a pas le temps de tout écouter. Donc, en fait, ils sont allés à l'essentiel, ils ont entendu largement suffisamment. Et dans l'urgence, donc j'ai eu une avocate et on m'a donné... Donc, il y a eu une première audience devant le juge des affaires familiales. Et là, en fait, avant dire droit, c'est-à-dire que j'avais pas encore déposé plainte pour les violences sur les enfants et donné de preuves. Mais malgré tout, vu la violence des enregistrements audio et de ce qu'avait retenu la gendarmerie, ils m'ont donné une ordonnance de protection totale pour moi. Donc, c'est-à-dire une injonction d'éloignement avec interdiction de paraître au domicile, d'entrer en contact, de m'approcher à une certaine distance. Et elle a statué aussi pour les enfants avec une proposition du coup de visite médiatisée, donc sous surveillance en fait. Donc soit dans une structure spécialisée, soit auprès d'un tiers de confiance. Ça, c'était le premier élément. Ensuite, il y a eu un jugement au fond qui a été fait. Alors là, je vais aller assez rapidement sur ce sujet-là parce que c'est encore en cours, donc c'est très sensible aussi. Mais il y a eu un premier jugement au fond qui a été fait devant le juge des affaires familiales, pardon. Et en fait, le problème, c'est que justement, comme dans l'urgence, j'ai pas déposé plainte pour les violences sur les enfants et sans donner de preuves, la garde classique lui a été donnée. Sauf que en fait, il y a des violences. Donc mon avocate m'a reconseillé de redéposer plainte pour les enfants cette fois. Donc là, j'ai redonné tous les enregistrements avec les preuves, mais pour les enfants. Et les violences sexuelles. Donc là, j'ai osé déposer plainte pour les violences sexuelles et pour les violences sur les enfants. Et là, j'ai donné les preuves. Le problème, c'est que du coup, en fait, en attendant, un jugement avait été rendu et que ces enquêtes-là sont encore en cours. Et que compte tenu, par contre, des événements et des faits de violence qui ont été avérés contre mon ex-conjoint, le JAF, en fait, a bien demandé... le JAF, c'est le juge aux affaires familiales. Oui, pardon, c'est devenu un jargon tellement courant pour moi. A demandé, par contre, qu'il y ait une enquête de protection de l'enfance par le juge des enfants. Donc là, c'est l'autorité suprême. Le juge des enfants, on ne peut pas faire au-dessus. Donc là, on part pour 6 mois d'enquête. Les 2 parents doivent s'y soumettre. Et l'enquête donc, sur les violences sexuelles et sur les violences sur les enfants est encore en cours. Sachant qu'il y avait eu aussi un légiste, en fait, qui m'avait ausculté, qui avait pris en photo mes bleus, qui avait mesuré mes bleus, qui avait tout vérifié aussi. Donc ça, c'est l'unité médico-judiciaire qui fait ça. Et tout ça, c'est des preuves qui sont annexées petit à petit dans le dossier. Il faut savoir, sans les blâmer, que la justice est lente, que c'est très long. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, je dois abdiquer et laisser mes enfants un week-end sur 2 à quelqu'un de violent. Et est-ce que tu le fais ? Alors, j'ai fait de la non-représentation d'enfants sur des conseils de professionnels que je ne citerai pas pendant 1 mois et demi, depuis que ce premier jugement-là a été rendu. Je sais que c'était la bonne décision. Je sais que ce serait encore aujourd'hui la bonne décision de ne pas lui remettre mes enfants. Il ne s'arrêtera jamais. Donc, il est en droit, effectivement, de demander ce qu'on appelle le transfert de résidence, puisqu'aujourd'hui, j'ai tous les droits, j'ai la résidence principale. Mais il est en droit de demander le transfert de résidence parce que je ne respecte pas ses droits de visite et d'hébergement. Et un juge peut l'accepter. Sur l'unique et simple base que je ne respecte pas ses droits. Donc, en fait, un juge pourrait aujourd'hui statuer ça, malgré les violences avérées, parce que je ne respecte pas les droits du père. Donc, j'ai pris la décision, depuis quelques jours seulement, que j'arrêtais la non-représentation d'enfants. Donc, en fait, je mets volontairement mes enfants en danger. En tant que maman, on ne peut pas demander pire et plus difficile. De toutes ces épreuves, qu'est-ce que tu tires de positif ? Je pense que je me suis quand même bien endurcie. J'ai l'espoir de me dire que je ne retomberai pas dans le piège. Il y a aussi cette force que tu as eue de prendre une décision, de partir, d'aller porter plainte. Je pense que c'est vraiment la force des choses aussi. Parce que malgré tout, c'est vraiment mes enfants. Mes enfants sont ma priorité absolue, ils le seront toujours. Et mes enfants, déjà, j'aurais dû percuter avant que mes enfants étaient en danger. Mais voilà, à partir du moment où j'ai vraiment pris conscience que mes enfants étaient en réel danger, ça a été toute ma force. C'est vraiment ce qui a fait que ça n'était plus possible. Le positif, c'est que ça peut sembler cliché, mais je vais vraiment profiter de chaque instant comme le dernier. Et surtout avec mes enfants. Et on me l'enlèvera plus jamais.
Qu'est-ce que tu auras envie de dire à des parents qui seraient dans cette même situation ? Si par parent, t'entends le fait que le bourreau et la victime soient encore réunis avec des enfants, moi, malheureusement, j'ai eu l'espoir longtemps qu'on pouvait raisonner un bourreau. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a une prise en charge qui est nécessaire pour se soigner. Et c'est certainement pas la victime qui va le faire percuter. C'est clairement la dernière personne qui a un impact sur sa folie, en fait, au contraire. J'aurais quand même envie de dire qu'il faut juste, à un moment donné, penser qu'il y a des enfants. Faut arrêter d'être égoïste et de penser à eux. Mais on peut pas les raisonner. Et une victime est très dure à raisonner aussi, puisque la peur est ce qui prime sur tout le reste, en fait, même sur l'instinct de survie, finalement, et même sur la protection de ses enfants. C'est quand même... une maman, c'est une maman. Et je ne sous-estime pas un papa aussi, mais je suis une maman et je mourrais 1000 fois dans la seconde pour mes enfants. Et malgré tout l'amour que j'ai pour eux et l'envie de les protéger, j'ai quand même... laisser ça au second plan parce que mon rôle de victime a pris le dessus. La peur a pris le dessus, donc je pense qu'on peut pas les raisonner. J'aurais envie de leur dire certaines choses. Malheureusement, tant que les victimes sont pas prêtes, on peut rien faire pour elles. Merci beaucoup Mathilde. Merci à vous. Et à bientôt. Merci, ouais. À bientôt. À bientôt, merci. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!